Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des aventures Scale to Sell. Je suis avec Arthur de Vibe. Salut Arthur, Salut François, ça va? bien et toi? Très très bien. Pour l'instant, tu es dans le sud, tu vas bientôt Ouais, déménager. exactement. T'en es à la quatrième boîte, donc un parcours qui est riche en tentatives et success story. Je vais te laisser te présenter et puis on va vite rentrer dans cette interview. Carrément. Et bah du coup moi c'est Arthur, donc Arthur Kérou. Actuellement je suis le président et cofondateur d'une société qui s'appelle Vibe. Globalement on a créé le Facebook Ads de la télé et en particulier du streaming aux États-Unis. Alors effectivement je suis basé à Aix-en-Provence mais on n'opère que aux États-Unis. C'est une boîte d'un peu plus de 120 personnes maintenant qui approche qui a même maintenant dépassé le run rate de 100 millions. Donc moi en termes de background, j'ai fait études d'ingénieur info à Epita. À base, j'ai pas du tout de background business quoi que ce soit. Je l'ai fait, j'ai appris sur le terrain, on va dire. Et effectivement, j'ai monté pas mal de boîtes et revendu pas mal de boîtes. En fait, j'ai commencé très très jeune. J'ai revendu mon premier site quand j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai fait pas mal de petites activités que j'appellerais entrepreneuriales, mais je faisais surtout beaucoup de black hat marketing, donc beaucoup de spam, ce genre de choses. Mais c'était marrant. Et ensuite, j'ai monté ma première boîte pendant mes études, qui était une application qui a pas mal explosé. On avait 1 million d'utilisateurs quotidiens, qu'on a effectivement revendu. On a utilisé l'argent de la vente pour créer Motion Lead, donc qui était une société, donc ma première vraie société dans la pub, où on faisait des formats animés interactifs et on a surtout créé le format des playable ad units, donc c'est-à-dire les mini-jeux dans les pubs. On a fait le Y Combinator, on a eu la chance d'être coaché par Sam Altman à l'époque. Et ensuite, on a revendu cette société à une boîte qui s'appelle Addictive, qui faisait pas de pub sur mobile. Ils voulaient en faire, donc ils nous ont racheté. J'ai piloté ça pendant 2 ans. Maintenant ils font plus que de la pub sur mobile, donc ça a dû pas trop mal marcher. Et en 2017, je suis parti pour créer Kimantic, qui était une boîte de ciblage par mots-clés. Globalement, l'idée, c'était de dire, t'es BMW, tu veux vendre des voitures hybrides, bah, tu devrais cibler les gens qui lisent des articles sur Turbo, sur les Toyota Yaris. Ça a très très bien marché. On était leader en France, très profitable. Mais on voyait qu'on n'allait pas créer un leader mondial. C'était une boîte initialement qu'on voulait très product, mais qui a fini très sales driven à cause du Covid. On n'a jamais eu en fait l'opportunité de faire l'investissement sur la partie plateforme à proprement parler. Et en fait, on a vendu la boîte pour justement financer Vibe, et là où on voyait justement un potentiel absolument énorme, et qui après s'est révélé être encore plus énorme que ce qu'on pensait. Et donc voilà. Et donc on a vendu la boîte à une société espagnole qui s'appelle SeedTag. Après, je pense qu'on en reparlera. Et voilà. Et Vibe, nous, on a aujourd'hui plus d'ambition de vendre des boîtes. Vibe, on pense qu'on peut aller contrôler complètement le marché de la publicité télé aux US et même au global dans les 15 à 20 ans à venir. Donc, on pense que c'est globalement une boîte qui va créer de la valeur sur 15 à 20 ans. Donc, pour les 15 à 20 ans, on est commit sur cette boîte. Et plus récemment, j'ai aussi vécu un exit d'une manière un peu différente, puisque j'étais board member d'une boîte dans la publicité qui s'appelait Greenbeads. J'étais investisseur à la base et en fait justement ils m'ont demandé de rejoindre le board pour les aider à vendre la boîte en 3 ans et on a vendu la boîte en 2 ans et demi. Tout le monde est très content, des beaux returns. Mais voilà. Et c'est vrai que j'adore le game du M&A. J'aime pas lever des fonds, mais par contre vendre des boîtes, le M&A, qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est drôle comme exercice. On va revenir sur tout ça. Juste pour rappeler à tout le monde, t'as quel âge? J'ai 32 ans. Voilà. Donc 32 ans, 4 exits et beaucoup de projets. Euh, Vibe, juste tu nous as dit 120 personnes, 100 millions, créant, Fin 2022. voilà, donc en 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Ouais. Ce beau parcours. Comment à chaque fois tu t'es dit il faut que je m'adosse pour aller à l'étape après? Est-ce qu'il y a eu des triggers
que ce soit chez Motion Lead ou dans les autres aventures, qui t'ont fait dire, je peux pas continuer tout seul, il faut que je m'adosse. Quand tu dis je m'adosse, c'est revendre la boîte? Ouais. Ouais. Euh, c'est il y a pas mal de bon sens. Je pense qu'il y a aussi il y a aussi une réalité, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent pas autant d'argent qu'ils devraient gagner parce que ils savent pas vendre leur boîte ou pas vendre la boîte au bon moment. Alors on a évidemment le biais du survivant, où on a des mecs qui nous disent ah moi j'ai jamais voulu vendre et on a vendu la boîte à 500 millions et machin. Ok cool. Maintenant c'est very few people qui font ça. Euh, et alors qu'en réalité faire ses premiers millions en tant qu'entrepreneur, c'est jamais facile, attention, euh, mais c'est quand même assez réalisable. Et aussi quand on a acquéri une sécurité financière, on peut exécuter les boîtes quand même vachement différemment. Donc voilà. Nous globalement, tu vois, sur l'application, on sentait que ça allait pas grossir beaucoup plus. Et que donc du coup c'était le bon moment de vendre. Sur Motion Lead, c'était un business de vente enterprise. Là, nous, on savait pas du tout faire. On avait tapé un plateau sur notre marché. Euh, et après, avec mes associés, c'était pas parfait, on va dire. Et donc du coup, bon, on s'est tous dit, go vendre la boîte et sortir la tête haute de cette aventure. Euh, voilà. Et Kimantix, bah voilà, comme ce que je disais, c'est on voyait que la boîte, même si très rentable, tu vois, ça faisait 5 millions d'EBITDA par an, même Correct. si très rentable, ouais, c'est correct, tu vois. Mais bon, tu vois, on se voyait pas faire ça toute notre vie et que ça allait jamais devenir un global leader. Donc et c'était pas une boîte product, donc autant la vendre et repartir sur une autre aventure où on savait que qu'on pouvait faire beaucoup plus gros. Et je suis content parce qu'on s'est pas trompé. Toi, tu as besoin d'être dans le produit pour t'éclater? Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est, enfin, Franck et moi, du coup, Franck, mon associé, on est des product guys, hein. Passer, passer la journée sur un budget, sur un Excel, ce genre de truc, c'est pas ça qui m'excite. Je me qualifie de builder, et oui, bah, tu vois, là, juste avant notre call, je viens de faire 1 heure sur un des nouveaux produits qu'on doit faire, et ouais, mais c'est quelque chose qui est en réalité assez commun. Tu vois, on a la chance dans nos investisseurs d'avoir Nick de Revolut. Et Nick, qui gère aujourd'hui une boîte qui vaut, je crois, 50 milliards, un truc comme ça, avec je sais pas combien de milliers d'employés. Nick, il run toujours le product. Hein. Et il est toujours là à regarder les designs et à faire j'aime pas ce bouton, mettez-le à droite plutôt qu'à gauche. Hein. Mais c'est tellement important. En fait, c'est tellement important. Et on a eu d'ailleurs des considérations là récemment en se disant est-ce qu'on veut recruter un chief product officer, etc. On avait en plus quelqu'un qu'on adore et avec qui on s'entend très bien. Et en fait, on s'est quand même dit avec Franck, que c'est nous qui devons runner le product. Quoi. Franck, t'es associé avec lui depuis combien de temps? 2017 et on se connaît depuis 2013. En fait, on avait toujours voulu bosser ensemble. Et pour la petite blague, Franck, le premier truc qu'il m'a dit dans la vie, c'est surtout fais jamais de boîte dans la pub. D'accord. Voilà, On en est à la troisième. Ouais. on est à la troisième. Écoute, je l'ai pas écouté et finalement, il a changé d'avis. Pourquoi États-Unis et pas Europe? Tu crées pas un leader depuis l'Europe. Enfin, l'Europe c'est un nightmare à opérer. C'est complètement éclaté. Euh, Adresser la France, l'Espagne, l'Italie et les UK et l'Allemagne, c'est 5 marchés complètement différents qui sont en réalité tout petits. Euh, Maintenant, surtout si tu fais pas de la vente enterprise, franchement, adresser les US depuis la France, c'est très facile au début. Après, au bout d'un moment, tu as besoin de t'installer, etc. Euh, mais en gros, ton cost, il va être 50% plus cher au début. Tu vois, si je devais quantifier le truc. Par contre, ton outcome potentiel, c'est pas 10 fois, hein, c'est 100 fois. Donc du coup, euh, voilà, tu crées pas Est-ce de que toi, leader tu depuis vois l'Europe. justement une difficulté particulière à se lancer en tant que Français depuis les États-Unis? Plus maintenant.
quand on avait lancé au début donc Motion Lead en 2014. Ouais, l'étiquette française, elle était un peu compliquée. Là, pour lancer Vibe, ça pour le coup, l'Europe a fait un bon travail pour faire rayonner, et donner de la crédibilité à la tech européenne aux États-Unis. Et maintenant, ils ont quand même vu beaucoup de boîtes européennes qui sont implantées là-bas, qui ont réussi, qui sont sérieuses, etc. Donc il y a plus ce problème d'image qu'on pouvait avoir. Franchement, en 2014, c'était limite si on nous demandait si on avait l'électricité et l'eau courante. Hein, donc Ouais. Et est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de Français comme toi qui soient passés par YC y a contribué ou c'est même le marketing de l'Europe au sens non, large? non, enfin, ouais, si peut-être un peu, tu vois. Je pense que c'est surtout les success stories et les boîtes de qualité qui ont été soit créées par des Français, soit des boîtes françaises qui se sont exportées. Tu vois, là qui me vient en tête par exemple Datadog ou des choses comme ça. Euh, voilà, ça a créé du trust, ça a créé aussi du trust chez les VC qui du coup ont pas mal financé des boîtes européennes. Les T'as VC quand américains, même, ouais. Les VC ouais, américains parfois. ici américain ou transatlantique, et puis de plus en plus, t'as quand même des boîtes qui, comme nous, se rendent compte que si tu veux faire une grosse boîte, c'est US first. Hein. Hmm. C'est quoi justement la grosse facilité? C'est qu'il y a un marché qui est tout de suite beaucoup plus énorme et qui permet d'absorber des variations ou d'avoir plusieurs players. T'as une profondeur de marché qui est sans commune mesure. T'as des SMBs, donc des PME, qui globalement sont beaucoup plus grosses que ce que tu vas trouver que ce que tu vas trouver en France. Euh, donc ouais, du coup, et ils ont quand même une culture du test plus facile. Donc voilà. Et alors après, c'est très simple. Hein. Ça marche, tu continues à bosser. Ça marche pas, ciao. Ça par contre, voilà. Mais c'est très pragmatique en fait. Alors il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Tu vois, on parle souvent du relationnel. Moi, c'est quelque chose où je ressens pas de problème. Oui, ils disent que c'est great et machin. Après, si tu fais pas le taf, ils vont pas bosser avec toi. Hein, c'est toujours pareil. Comment, toi qui n'étais pas justement d'une culture business au départ, t'en arrives à monter des business et notamment faire de la vente aux US? C'est, on savait pas que c'était impossible, du coup on l'a fait. Enfin, tu vois, c'est, ouais. En Et fait, franchement, c'est est-ce la que, candeur. ouais. Et est-ce que du coup, par rapport à la vente, en général, toi, t'avais des croyances limitantes que tu as dû dépasser ou pas? Qu'est-ce que t'entends par là, pardon? Est-ce que tu te retenais d'aller vendre? Est-ce que le prix était un bloqueur pour toi dans les premières propositions? Comment tu percevais la valeur que tu apportais à tes clients? Bon, au début, tu fais n'importe quoi. Et puis la première vente enterprise client que j'ai faite, première vraie vente B2B, c'était à Bouygues. Au CMO de Bouygues, on montre en fait nos formats animés sur mobile et il nous dit trop bien, combien ça me coûte de mettre ça vraiment partout en France, parce que c'était le grand lancement de la 4G, etc. Et j'avais dit 80 000 euros, ce qui est complètement off. C'est beaucoup, ça serait plutôt dans les millions, si ce n'est dizaines de millions, si tu veux faire ça. Et on a dit 80 000 euros parce que fallait inventer un chiffre. Et voilà. Et en fait, tu fais des bêtises au début, tu fais pas des trucs parfaits, et puis t'apprends, tu vois. La vie elle est longue, hein. Ouais. Comment à chaque fois, dans chacune de tes entreprises, tu t'es entouré de personnes pour passer des étapes? Là-dessus, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent. Je pense que la qualité des meilleurs entrepreneurs est aussi de s'entourer des meilleures personnes. Faut rencontrer beaucoup de gens, faut développer le spider sense de qui me bullshit et qui fait vraiment des choses. Ça c'est quelque chose où tu l'apprends en permanence. Moi je suis un builder et je veux des builders autour de moi. Si quelqu'un me dit des grandes théories, m'intéresse pas. C'est ok, mais on fait quoi? Et ouais. Et après c'est travailler avec des gens intenses. Je pense que l'intensité et l'obsession, c'est hyper important. C'est, tu veux des gens, globalement, tu sens que
si c'est leur job, c'est win or die, tu vois. Genre, c'est des gens qui ont pas le choix de réussir. Et ça vient de tout milieu, hein. Parce que souvent on dit les gens qui ont déjà réussi, etc. C'est pas vrai. C'est une question de mindset, de manière générale. Donc ouais, c'est s'entourer avec des gens comme ça et pas de connards. Pas de connards. Genre, si t'as pas envie de bosser avec quelqu'un malgré son CV incroyable, bosse pas avec cette personne. Jamais. Et personne n'est irremplaçable. Franchement, il y a suffisamment de gens partout pour trouver des gens très bien, très forts et très sympas. Tu dis pas de connard, j'adore. Ça me fait penser à un livre qui s'appelle L'Objectif Zéro sale con, au passage. Euh, Comment, en fait, justement, toi, tu as organisé l'entonnoir de recrutement pour qu'à la fin, il n'y ait pas de connard dans l'organisation? Bah déjà c'est faut maintenir la culture le plus longtemps possible. Euh, tant que tu peux contrôler ça, faut continuer. Euh, et après, si tu l'as bien fait, que tu as une masse critique qui se dilue pas, normalement ils vont recruter aussi pareil que toi. Euh, Si jamais tu détectes qu'il y a un connard dans la boîte, c'est out instant, alors, instantanément. Pas de pas de pitié, pas d'état d'âme là-dessus. Faut arrêter avec les boîtes où il faut que tout le monde soit heureux, etc. Non, les gens qui sont heureux dans la boîte, c'est les gens qui travaillent comme nous, qui ont la même intensité. Ceux qui ont pas envie de bosser avec cette intensité-là et machin, et sans jugement, tu vois. Mais c'est pas fait pour bosser chez Vibe, tu vois. C'est vachement la culture de Netflix. Netflix, ils te disent, enfin, c'est soit t'es très bon dans ton taf dans la culture, soit tu seras pas recruté chez Netflix. Et si jamais ça switch, bah tu sortiras parce que on est obligé de maintenir ça pareil, hein, pour 20 ans, tu vois. Et après, bah, dans les process d'entretien, c'est passer du temps à discuter avec les gens. Le spider sense, hein, le gut feeling, l'instinct, c'est hyper important. Globalement, on a un truc avec mon associé, c'est ce qu'on appelle le test des 30 secondes. Au bout de 30 secondes, tu sais si la personne est bien ou pas. En vrai. En vrai, au bout de 30 secondes, tu le sais. Après, tu vas aller checker. Il y en a qui parfois passent ce test-là, toujours un entretien technique. Nous, on fait toujours un entretien technique, même pour les rôles non techniques. Donc, par exemple, tu vois, on a recruté une product manager, enfin un product marketing manager récemment. Ah bah, il y avait un entretien technique très dur. Et à chaque fois, ça doit être très dur. Vaut mieux hire slow que hire fast. Ça, super important et aussi frustrant que ce soit. Ref check, toujours les ref check. Tu Le nombre d'atrocités que tu découvres en ref check, c'est assez ouais, toujours ref check. Ça me fait penser à un épisode avec Louis Debouzy où il parlait de, effectivement, du fait qu'il n'ait pas vérifié toutes les références d'une personne et que c'était la seule qui lui avait fait un prud'homme à la fin. On dit que les Américains sont très bons pour se vendre justement en entretien. Pour un Européen, c'est pas justement compliqué le process de recrutement dont tu nous parles par rapport à des personnes qui sont hyper entraînées à se pitcher. Test technique, encore une fois, parce que on parle évidemment surtout là-dessus des sales et du marketing. Bah, un ingé test technique sur pareil. Alors faut faire attention par contre aux US sur les profils ingénieurs de très très grosses boîtes, genre de Google, etc. Parce qu'en fait ils bossent dans des environnements qui sont très très particuliers et en fait parfois ils ont pas certaines bases. No joke, on a recruté quelqu'un de chez Google, super le mec, franchement trop bien, incapable d'utiliser Git. Pour les non les personnes non techniques, c'est vraiment c'est le code versioning, donc c'est ce qui permet de sauvegarder le code et de collaborer sur le code. Je le simplifie comme ça. Sauf qu'il était incapable en fait d'utiliser ça et pareil plein de bases parce qu'en fait tout ça c'était géré par des équipes sur le côté chez Google, donc lui il touchait jamais à ça et en fait du coup c'était impossible de bosser ensemble. Donc ça faut faire attention à ça. Et après oui pendant le recrutement du coup test technique toujours et pour sales and marketing. Mais même au-delà de ça, hein, nous la manière dont on bosse, c'est chaque quarter, on a ce qu'on appelle des initiatives, donc c'est des grands projets à livrer. Euh, et une fois qu'on a lancé le quarter, typiquement là dans quelques jours, la machine elle est lancée, il n'y a pas de fail. Genre on doit livrer, vous vous démerdez mais vous livrez. Et en fait pareil, hein, c'est
tu veux des doers, hein. Tu veux pas des bullshitters, des trucs comme ça. Et sur les sales, bah, c'est pas très compliqué. C'est les chiffres. Alors, ma grande théorie, c'est que si t'es un bon sales dans notre secteur, en tout cas, parce que nos cycles de vente sont assez courts, si t'as rien vendu dans le premier mois, franchement, t'es un mauvais sales. On leur laisse un peu plus de temps que ça dans les faits. Et après, c'est que les chiffres, hein, qui comptent, c'est que ce qui a été vendu. Vous faites pas embrouiller par la taille du pipe. C'est très facile de mettre des trucs dans un pipe. Oh là, le contrat à 1 million, là, il arrive. Ah, il prend un peu plus de temps. Là, le league goal, ça traîne et machin. Et du coup, tu gardes le mec et pendant 9 mois. Et sauf que, bah, en fait, il te coûte 15 000 $ par mois, si ce n'est beaucoup plus. Et bah, il t'a banane à la fin. Et t'as plein de mecs qui jump de poste en poste comme ça. Donc, ouais. Builders and doers. Pareil, les managers, attention, c'est beaucoup mieux de promouvoir des managers que de recruter un manager. Recruter un head of sales pour commencer le marché américain, énorme erreur, énorme erreur. Faut prendre des sellers, trouver les mecs qui sont bons et puis les promote en manager. Surtout pas recruter un head of sales qui va devoir vouloir recruter 10 personnes et machin et rien faire et pas faire les rendez-vous. Cata. Justement, toi, tu as une politique particulière sur la promotion. Qu'est-ce qui fait que tu promeus quelqu'un plutôt qu'un autre et comment tu l'accompagnes à basculer du rôle de operating au rôle de manager? Ouais, nous c'est sur le besoin, hein. Nous c'est on a trop de gens, le truc est trop flat, ça devient ingérable, et du coup il nous faut un manager parce que on peut pas juste faire des one-one avec 30 personnes, hein, sinon on bosse pas. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a des qualités particulières que tu recherches et un accompagnement, L'achievement, et un l'achievement. accompagnement spécifique que tu lui donnes pour qu'il prenne Ouais. pleinement son rôle de manager? Bah, le premier truc, c'est l'achievement. Pour moi, tu peux pas bosser pour quelqu'un qui sait pas faire ce que tu dois faire. Donc, s'il a pas de crédibilité, si lui-même est pas un super bon vendeur, par exemple, pour manager des sales, ça le fera pas. C'est le premier truc. Euh, et après, sur l'accompagnement, bah, en fait, c'est des expectations claires. Et c'est pas, nous, c'est voilà, on doit réussir à faire ça. T'as des objectifs qui sont clairs pour ton équipe, bah délivre-les quoi. Délivre-les. Et après, on en parle, on voit s'il y a des trucs qui sont pas bien, on affine, mais il y a pas de grand playbook, tu vois, chez nous. On est très doueurs et sur le tas, donc. Et du coup, tu dis qu'on est très doueur, mais vous avez processé beaucoup de choses aujourd'hui pour pouvoir intégrer facilement, ou c'est une culture qui reste une culture de l'oral? Non, franchement, on pourrait beaucoup mieux faire. On reste quand même un peu latin. Euh, nous, c'est l'onboarding, il est dans les tranchées, hein. C'est généralement, c'est bienvenue. Voilà, pareil, hein, bienvenue. Voilà tes objets en 3 mois. Allez, parle un peu à tout le monde. Tu vas apprendre et ça va aller vite et ça va bien se passer. Franchement, marche pas trop mal. On pourrait quand même un peu améliorer sur les ressources onboarding, etc. Euh, mais ça va, globalement. Euh, ça va. J'imagine que pour ça arriver à 100 millions de runway en 2 ans, quasiment, il faut être sur un gros marché. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ton marché et de comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents? Ouais, bien sûr. Donc nous, notre marché globalement, en fait, c'est tous les performance marketers aux US. Donc c'est un marché de plusieurs dizaines de millions de prospects, hein, globalement. C'est absolument massif. Juste pour donner une idée, hein, Meta, sur les 145 milliards de chiffre d'affaires, c'est 90 milliards qui viennent des performance marketers. Donc c'est D'accord. Donc des énorme. gens qui vendent des campagnes à la performance. Ouais, exactement. Des marques d'e-commerce, des applis mobiles, des avocats, etc. Donc marché énorme. Et en fait, nous, l'approche qu'on a prise, qui est la plus difficile au début, c'est de se dire, on le fait sans sales terrain. Donc on a des sales pour l'onboarding, etc. Pour faire des calls pour les gens qui veulent faire un call. Mais par contre, nous, c'est pure marketing et pure paid acquisition. En fait, nous, on fait tout en tant que performance marketers aussi. Donc on utilise Vibe pour Vibe, et puis on fait du Meta, on fait du Google, on fait du LinkedIn, etc. Et par contre, c'est tout en paid marketing parce que on est dans un marché où c'est winner takes all. Désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, mais Ouais. mon quotidien est C'est partagé entre les deux voilà. langues. Donc,
Voilà, mais c'est un marché donc enfin ouais, ça va être winner takes all. Donc en fait, on doit grossir très 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 vite et par une approche produit. Et en fait, c'est la grosse différence. Tous nos concurrents, c'est des boîtes de sales. Personne a vraiment une plateforme. Et donc, alors ils vendent des grosses campagnes, hein, mais c'est pas du tout la même chose. Et après, on a plein d'autres trucs. Tu vois, du coup, comme on fait un produit, Vibe, nous, la vision qu'on veut, c'est vraiment une plateforme end-to-end pour la gestion et la livraison d'une campagne télé. Donc de la conception, donc c'est-à-dire on va utiliser de l'AI pour te dire tu devrais cibler tel channel, telles audiences, etc. À la création de la vidéo, donc on a des outils avec de la Gen AI pour ça. On a 10%, c'est dingue, on a 10% des créas télé qui tournent via Vibe, qui sont générés par notre outil, donc qui sont générés par une IA. C'est énorme. Et ensuite, bah, du coup, ciblage. Nous, on fait toute l'optimisation avec du machine learning pour justement atteindre tes objectifs. Et ensuite, on a toute la partie mesure et démonstration de cette performance. Hein. Et nous, on a fait un gros pari sur la mesure de l'incrémentalité. Notre conviction forte, c'est que les marketeurs, en fait, ils ont mesuré la performance de leur publicité depuis 20 ans à peu près par le clic. C'est une douille qui est organisée par Meta et Google, hein, il faut le savoir. Ça les arrange beaucoup, beaucoup que ce soit comme ça. Et ça te permet pas du tout justement de mesurer l'impact de tes autres canaux. Voilà. Et ça, les marketeurs maintenant commencent quand même bien, bien à s'en rendre compte. Ouais, Et donc, il y les a un, problématiques d'attribution ont quand même été évoquées depuis longtemps, quoi. ouais, ouais, mais en fait, là, tout le monde, enfin, tout le monde, il y a un début d'un nouveau mouvement où tout le monde est en train de migrer vers la mesure de l'incrémentalité. Et alors, quand tu regardes les résultats de l'incrémentalité, c'est pas la même histoire. Et c'est là où, en plus, nous, ça nous arrange, hein, honnête, hein, mais je pense pour les bonnes raisons, parce que l'incrémentalité permet réellement de voir là où tu as de la performance et ce qui t'amène à du revenu, et même dans des logiques de branding. C'est-à-dire que le branding, c'est hyper important. Les gens oublient, mais le branding, c'est hyper important. Et en fait, ça te permet de mesurer le ROI que tu as sur ces initiatives-là, ce qui est d'autant plus important parce qu'on n'est plus en 2020 où c'était la fête du slip. On est en 2025, et maintenant c'est les CFO qui runnent les boîtes en gros. Hein. Et donc mesurer cette incrémentalité, c'est super important. Et nous, c'est notre gros focus. Et on est les seuls aujourd'hui du marché à être 100% focus incrémentalité. Et ça marche d'ailleurs très bien parce on arrive à battre Meta, Google, Snap, Applovin et Co. De manière assez consistante. Donc c'est aussi pour ça qu'on grossit vite, hein, parce que nos clients ils trouvent de la perf, nous on n'a pas d'engagement, rien. Donc si les gens ils sont pas contents, ils partent. Hein. Donc on est complètement dépendant de ça. Et voilà. Donc en gros, Vibe on couvre vraiment on est vraiment un outil pour faire de la pub télé de A à Z. Et voilà. Et donc ouais, full produit. Donc là, c'est pub télé, j'imagine, spécialisé sur les canaux IPTV et les Ouais, c'est le pré-rolls. streaming, c'est le streaming. Globalement, alors, les US, ils consomment la télé de manière très différente qu'en Europe. Ils ont des centaines d'apps de streaming possibles pour le sport, pour spécialiser hispanique. Enfin, il y a de tout, il y a à peu près tout. Et donc voilà, nous on bosse avec les Paramount Plus, les Disney Plus, etc. Et après toutes les apps qu'on ne connaît pas trop en France, les Fubo, les Tubi, etc., etc. Fubo qui a racheté Molotov en France. Qui a racheté Motov, ouais, exactement. Euh, Aujourd'hui, pour arriver à financer Vibe, tu as levé des fonds. Ouais, on a levé 30 millions à date. En fait, on avait réinvesti 7 millions donc de la vente de Kimantix. Kimantix, qu'on a vendu à peu près 20 millions, donc on a gardé le reste. Et puis on a mis 7 millions dans Vibe pour le lancer. Et après, on a levé 22 millions 5 en janvier de l'année dernière avec Singular. Donc initialement c'est Elaya qui nous a financé depuis la boîte précédente, donc on bosse avec eux depuis 2017. Ils sont trop bien. Et après du coup c'est Singular qui a rejoint aussi l'aventure. Et voilà. Tu disais que le jeu de la levée de fonds, c'était pas trop ton jeu. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce jeu-là? Et et quel conseil tu donnerais justement pour quelqu'un qui l'aime pas, pour quand même passer ce moment-là sans trop de complexité? Ouais. Alors non, on l'aime pas. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un fait, c'est que la pub, c'est quand même le marché détesté des VC. Ils aiment vraiment pas ça pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Certaines qui sont bonnes et certaines qui le sont pas. Et du coup, ça te ferme des portes. Il y a des gens ils veulent même pas te parler. Tu peux avoir les meilleurs chiffres du monde. On a quand même des chiffres qui sont
assez stratosphériques. T'en as, ils veulent même pas te parler parce que c'est de la pub. Déjà, la pub, on fait pas. Donc ça déjà, c'est énervant. Euh, et en fait, le problème, c'est que tu vas souvent quand tu lèves des fonds, tu vas parler à des gens que tu connais pas. C'est des gens qui potentiellement vont être à ton board. T'es vachement dépendant d'eux pour la réussite de ta levée de fonds. Des fois, ils y mettent une implication limitante et tu vois, tu te fais juger par des analystes qui comprennent rien à ce que tu fais. Bon, voilà. À l'inverse du M&A où c'est des gens qui vont te racheter, qui comprennent très bien pourquoi ils veulent faire ça, quelles sont les synergies que tu vas créer, etc. Donc c'est vachement plus plaisant. Euh, mais par contre, ouais, sur moi mon conseil sur les levées de fonds, c'est que en fait, le plus tôt possible, il faut créer les relations avec les fonds. Euh, c'est pénible une levée de fonds parce que bah, surtout si tu pars de nulle part et les gens tu les connais pas, donc il va falloir les convaincre en quelques semaines, hein, c'est assez rapide quand même une levée de fonds. Donc il va falloir les convaincre, il va falloir faire un roadshow, il va falloir choper des intros, etc. Et c'est dans le pire moment. Ce que ce que j'ai toujours fait pour Vibe, c'est que dès le début, en fait, on se connecte, on essaye tout le temps d'avoir des contacts avec des VC. Euh, par contre, on se parle. Pour certains tous les mois, pour certains tous les 3 mois, je leur envoie des updates en permanence, etc. Comme ça, ils commencent à apprendre la boîte, tu commences à les connaître, à savoir si tu veux bosser avec eux ou pas. Et il y Mmh. a, parce que ce que je disais, pas de connard chez les employés, c'est aussi valable chez les VC. Tu veux pas qu'un VC, qu'un connard vienne à ton board, investisse, enfin voilà. Euh, donc, donc voilà, c'est hyper important en fait d'apprendre à connaître ces gens-là, leur apprendre ta boîte. Et le jour où tu veux lever des fonds, là, du coup, tu peux aller les voir et ça peut se faire très rapidement. En fait. Et pareil, quand tu discutes avec eux, bah, tu peux leur poser la question de toi, si tu devais investir dans la série A, par exemple, c'est quoi les métriques, tu vois, qui te convaincraient d'investir? C'est quoi le trigger, le moment où tu te dis, voilà, la go. Et il va te dire, il faut que tu atteignes, je sais pas, X% de rétention, tel truc, tel niveau de chiffre d'affaires. Ils vont donner des trucs comme ça et par contre, tu peux les prendre au mot hein, là-dessus. Hein. Généralement, enfin, ils sont assez transparents. Hein. Ils sont assez transparents. Et, euh, et du coup, là, les VC, pourquoi tu as fait appel à des VC cette fois? Comment, en fait, justement, tu gères ta relation avec eux dans le Ouais. quotidien en termes de gouvernance? Bien sûr. Bah du coup, donc, nous on a fait appel parce que bah, ça reste quand même les US, on va quand même très vite, donc t'as quand même pas mal de trucs à financer. Et puis quand tu commences à rentrer dans des niveaux de chiffre d'affaires et de fonds de roulement comme les nôtres, t'es quand même content d'avoir un filet de sécurité. Et après, moi je considère qu'un board, globalement, le moment le moins intéressant d'un board, c'est en board meeting. En fait, en board meeting, normalement, il doit pas se passer grand-chose. Genre, tu fais le déroulé pour le principe, pour la forme, et tu vois. Un bon board, il se gère hors séance. Il se gère sur WhatsApp. Voilà. Donc c'est beaucoup communiquer sur ce qui se passe sur la boîte, les petits trucs, etc. Et surtout s'assurer qu'il n'y a jamais de découverte en board, en board meeting. Bonne nouvelle comme mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles, elles doivent être annoncées le plus vite possible euh, pour euh, pour éviter que elles soient découvertes au moment où c'est le gros truc qui va péter quoi. Donc donc voilà. Et donc nous on fait des reportings mensuels avec tous les chiffres, tout ce qu'on est en train de faire, etc. Donc ils connaissent à peu près globalement tout ce qui se passe dans la boîte, tout ce qui se passe dans la boîte. Et ça prend pas un temps. Au fur et à mesure que tu grossis, après t'en fais des plus en plus détaillés, mais voilà. Et je fais aussi beaucoup d'investissements et pour moi, tous les meilleurs entrepreneurs, ils envoient un monthly reporting à leurs investisseurs ou à minima à leur board. Juste, je vais revenir sur ton aventure entrepreneuriale précédente. Tu nous as dit que tu avais vendu parce que tu t'apercevais que le marché serait pas assez gros. Comment justement tu as embarqué ton board et tes VC dans le processus de vente versus le fait de continuer à grossir alors que c'était une boîte rentable? Bah, c'est toujours pareil, ils découvrent rien en fait. C'est des sujets. Tu vois, ils découvrent pas que ça va avoir du mal à grossir et ça va pas être un leader. Tu vois, c'est des discussions qu'on a en permanence et globalement on dit à ce moment-là, je crois, on fait 15 millions de chiffre d'affaires, un truc comme ça, pour 5 millions d'EBITDA, tout le monde est super content et on dit mais là. Le budget de l'année prochaine, il va ressembler à 20 millions, et puis après, ce sera 22, 23, et puis après, du coup, on va perdre le momentum.
on a cette opportunité, elle est énorme. Le truc fait 5 millions d'EBITDA, on pense qu'on peut le vendre et continuer l'aventure, parce qu'en fait, tout le monde a réinvesti, et donc tout le monde est reparti avec la même cap table. Euh, Go le faire, tu vois. Et après, c'est une question de trust, de quand même les convaincre, etc. Mais ça se fait assez bien hein, quand tu communiques bien avec tes VC. Et il n'y avait pas de la frustration que tu as dû gérer de leur côté du fait que on ne pousse pas la boîte à son plein potentiel ou qu'on fasse pas une opération de refinancement LBO et Non, autres? Non. non, non. Bon, plein potentiel. Ils savaient que on n'était pas au plein potentiel, mais on n'était pas non plus très très loin. Et à partir de là, la croissance allait décroître. Donc, ouah, tu vois, genre, et en leur disant, on a un truc qui va pouvoir être largement plus grand. On repart dessus from scratch. Enfin, mais vous avez le même pourcentage du capital. Donc, c'est une continuité en fait. Ça sécurise l'investissement. Ils ont fait un très beau return. Ils sont très contents. Ah, tu vois, genre, il n'y a pas de Les là-dessus. rembarquer dans la nouvelle aventure était une façon en fait de leur permettre d'accepter celle-là en fait. Ouais, aussi. C'était pas le but, hein. Le but, c'était juste, on est bien ensemble, continuons ensemble, hein. Tu vois. Mais ouais. Toi, du coup, tu traites tes VC comme un associé un peu particulier, mais 100%. tu Pour rembarques moi, les gens. Ouais. pour moi, un VC, c'est un C-level. C'est comme si tu recrutes un C-level. C'est la même chose. Sauf C'est que un tu le vois moins associé. souvent. Ouais. Sauf que tu le vois moins souvent. Et justement, dans les C-level, pour passer de 0 à 100 personnes, c'est quoi les profils qui t'ont été le plus utiles et le plus stratégique pour grossir aussi vite? Alors nous, on est anti C-level globalement. Donc il y a Franck et moi et plus récemment, donc on a Quentin, notre COO, qui est passé du coup COO. Et Quentin, il a commencé chez nous en DAF part-time sur la boîte précédente. Et après, il est passé full-time, et puis après, il est devenu employé, et puis après, on lui a dit on a besoin d'aide sur l'opérationnel, donc il a commencé à gérer de l'opérationnel, etc. Il est monté comme ça. Donc en fait, il y a beaucoup de trust en fait qui s'est créé. Je pense que c'est le premier truc. C'est le trust, c'est ce qui est le plus important. Il y a une formule, je crois qu'il vient de McKinsey là-dessus. Le trust, tu le mesures en fait, c'est une formule, c'est la reliability. Donc à quel point une personne, quand elle dit des choses, elle va les faire. La crédibilité. Donc quand elle le fait bien ou elle l'a déjà très bien fait et du coup, c'est une espèce de confiance sur la qualité du livrable qu'ils vont faire. L'intimité, c'est est-ce que tu parles souvent à cette personne, le temps que tu passes avec elle et bah ça limite aussi le nombre de gens en qui tu peux avoir un trust total, hein, parce que tu vois. Donc tu multiplies ces trois trucs là et ensuite tu divises tout ça par l'orientation personnelle. Donc en gros, est-ce que cette personne elle est self-oriented? Est-ce qu'elle est là pour jouer pour elle ou est-ce qu'elle est là pour qu'on joue ensemble? Si elle est là pour qu'on joue ensemble, la self-orientation est très basse et donc du coup ça c'est un multiplicateur sur ta forme. Et c'est très clé et très juste en fait comme euh, comme euh, comme formule. Et après, par contre, on a pas mal de head of par exemple un profil hyper important, c'est le head of growth parce qu'on dépense beaucoup d'argent. Et chez nous, le head of growth, c'est un ingé. Parce qu'en fait, quand tu commences à dépenser beaucoup, c'est un problème de data plus que de marketing. Donc en fait, pareil sur la partie tech. En fait, mais tout revient sur le trust. Hein. Tout revient sur le trust. Et du coup, comment tu as structuré les sales enfin, tu nous parles du head of growth, mais comment tu as structuré justement l'acquisition pour aller aussi vite? Il y a quelle partie qui est de la vente enterprise et quelle partie qui est du self-serve en fait? On a très peu de ventes enterprise. On a, je crois, ça doit faire une dizaine de sales enterprise à peu près. Mais c'est une petite partie du nombre de clients. Hein. Nous, le majeure partie, 90%, 95% des clients qu'on a vient de la paid acquisition et du product. Après, comme je disais, on a des account exécutives qui vont faire des calls, etc. Et après, tout est monitoré et tout est data. Tout est data. Vibe, c'est dashboard land. Hein. On va rentrer dans la dernière partie de cette interview. Comment toi, t'as 2 enfants qui sont en bas âge, tu es jeune, comment tu gères ton équilibre pro-perso dans toutes ces aventures?
Et comment la personne qui partage ta vie vit ça à travers toi. Alors ça, j'ai beaucoup de chance, parce que la personne qui partage ma vie, déjà, on la partage ensemble depuis 15 ans maintenant, D'accord? presque 16 ans, je crois. Donc, tu vois, avec ma femme, on s'est rencontrés au lycée, donc, enfin, on se connaissait même au collège, et on s'est mis ensemble au lycée. Donc c'est une longue aventure. Donc elle connaît la chanson, elle connaît le problème, et en plus de ça, elle est avocate en LBO. Dans le plus gros cabinet de LBO français. Donc bon, elle aussi, elle bosse beaucoup. En fait, on a toujours beaucoup bossé. Nous, la manière dont on s'est toujours organisé, c'est que la semaine, elle est complètement sacrifiée pour le travail. On se voit pas beaucoup la semaine, et c'est vrai, je vois pas beaucoup mes enfants la semaine. Je les vois le matin. Tu vois, ce matin, je les ai amenés à l'école, enfin à la crèche. Mais par contre, le soir, je les vois pas. Voilà. Et donc ça, on a la chance du coup d'avoir une personne à la maison qui s'occupe de toute la maison, qui fait les courses, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants le soir, etc. Mais du coup, c'est assez clé. Par contre, nos week-ends, ils sont 100% dédiés enfants. Avant, ils étaient 100% dédiés pour notre couple. Bon, voilà. Maintenant, ils sont 100% dédiés pour nos enfants. Et quand on a de la chance et qu'ils veulent bien dormir, on a notre soirée à la maison. Et voilà. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Voilà. Mais par contre, ouais, allez, il doit y avoir un week-end dans l'année où je vais peut-être bosser, mais sinon, mais c'est vraiment cette ordre de grandeur-là. Le week-end, je ne bosse pas du tout. Le seul truc que je fais, c'est le matin quand je me lève, je regarde les chiffres de la veille. Toujours mon rituel avec le café. Mais à part ça, je travaille pas du tout le week-end. Et du coup, tu t'es mis des routines aussi dans la journée pour déconnecter, pour te et faire un peu de sport ou même Ma pas? déconnexion, c'est quand je vais me coucher à peu près. D'accord. Et Non, il y a pas de justement, tu arrives déconnexion. à t'endormir? Ah, c'est mon super pouvoir. Je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand en 30 secondes. Bravo. C'est vraiment un Voilà. super pouvoir, ça. Ah ouais, c'est un vrai super pouvoir. C'est mon bonheur absolu, ça. T'es jeune, t'as 32 ans, tu un parcours qui est incroyable. Comment tu t'es fait accompagner pour passer toutes ces étapes à chaque fois sans trop prendre la grosse tête et sans, comment dire, ouais, perdre pied? Ma femme, ma D'accord. mère, voilà, mes amis, qui en ont vraiment rien à foutre de ce que je fais, de combien je peux gagner et quoi que ce soit. Donc ça, c'est important, un cercle personnel proche et qui soit pas toxique, hein. Tu vois, avec ma femme, on s'engueule littéralement jamais. Je pense en 16 ans de discussion, on a dû s'engueuler genre 3 fois. 16 ans de relation, on a dû s'engueuler 3 fois, tu vois. Donc c'est facile. J'ai pas des parents qui viennent me demander de l'argent, des trucs comme ça. Je viens pas d'une famille richissime, je viens de la classe moyenne plus, tu vois. Mais voilà, j'ai personne qui m'embête avec ça. C'est triste, mais parfois c'est des facteurs qui peuvent venir impacter ça. Si je prends la grosse tête, je me prends une raclée de ma femme, donc voilà. Et après, moi, je kiffe mon game, en fait. Moi, je suis un joueur. Hein. Je suis un joueur. J'ai commencé l'entrepreneuriat parce que je jouais trop aux jeux vidéo et tous les jeux vidéo auxquels je joue, c'est du jeu compétitif. Je faisais du karting en compétition un peu plus tard. Moi, c'est la compète et c'est le score et j'adore ce que je fais. Et à la fin, oui, on bosse pour l'argent, évidemment, mais c'est plus un score que quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Mais ouais, quel plaisir de faire ça, tu vois, de se dire, et là, on peut changer, on peut contrôler le TV advertising global via ce qu'on fait, via du produit. Hmm. Trop bien, c'est trop bien. Comment tu vas résister, parce que tu nous as dit que tu étais que face à des mastodontes sur un marché énorme. Comment tu vas résister et en même temps, Je suis tu pas m'as dit, face à des mastodontes, hein. Il y a pas de mastodontes bah oui, globalement. mais à un moment, Facebook, enfin Meta, Google va vouloir rentrer sur ce marché. Ouais, mais Tu Meta et seras une, Google pas trop. Je pense que c'est Amazon non, potentiellement qui le fera tu seras effectivement. une cible d'acquisition facile, alors que tu nous as dit que c'était la boîte que tu créais pour la garder. Comment tu vas résister à passer, à résister à ces offres qui pourraient arriver? Alors déjà, c'est grossir très très vite. C'est pour ça que notre obsession, c'est grossir le plus vite possible en étant rentable. Donc ça, c'est tout un
tout un équilibre intéressant. Euh, et après, oui, bah, je sais pas, oui, si demain, t'as quelqu'un qui vient et qui dit, je vous rachète 10 milliards, oui, demain, je te dirais, François, j'avoue, j'ai craqué, hein, likely, tu vois. Non, mais, enfin, likely, parce que après, c'est tout ce que tu peux faire, aussi derrière. Mais c'est pas le but, tu vois. On refuse aujourd'hui, toutes les discussions de M&A, on est régulièrement approché. On refuse toute discussion, voilà. Donc, c'est pas l'objectif. Enfin, Et vraiment, du c'est pas coup, l'objectif. quel serait le bon conseil que tu donnerais à un entrepreneur pour se préparer à vivre un cycle M&A? Bon chance. C'est le truc le plus intense que tu peux vivre de ta vie, On est d'accord. globalement. Euh, les quelques conseils, c'est que c'est du théâtre. Déjà, il faut savoir que c'est du théâtre. Tout est acting dans un dilemme aîné. C'est notre dernière offre, machin, y a rien de vrai là-dedans. Enfin, tout est théâtre dans un dilemme aîné. Euh, Et si, et si des deals drop parce que, genre en mode c'est notre dernière offre et les mecs veulent pas faire plus. Alors, évidemment, quand il y a eu 5-6 allers-retours sur une offre, là c'est la dernière offre. Enfin, faut savoir aussi juger ça. Mais voilà, ça va être très très intense pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. Tu vas faire que ça de ta vie et tu vas pas du tout être dans le business. Faut y être préparé. Donc ça peut avoir des impacts, hein, sur la qualité de la boîte. C'est pour ça que souvent il y a des ajustements de prix en fin de deal parce qu'en fait pendant 9 mois t'as rien fait. Donc parfois le business en pâtit. Euh, Toi, quand du t'as, coup, petite question, tu as toujours eu des deals avec earn-out ou t'acceptes pas justement quand il y a un earn-out? non, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. J'ai eu avec et sans. Le deal qu'on a fait sur Kimantic, c'était le plus dingue parce que c'était du full cash upfront sans earn out. Donc voilà. Mais pareil, on avait posé nos conditions dès le début, hein. C'est pas un Hmm. truc que tu négocies après. Euh, Faut être très clair en fait sur. Tu vois, dans les conseils, faut être très clair sur ce que tu veux, ce que tu vas accepter et pas accepter. Par contre, ce que tu vas pas accepter, tu l'acceptes pas et tu stand your ground. Tu vois, genre là-dessus, il faut jamais reculer. Faut pas que tu aies une liste de 50 items parce que sinon c'est pas très sérieux. Euh, mais il y a deux trois trucs où ça c'est non et tu l'annonces upfront. Voilà. Ça c'est hyper hyper important. Euh, un bon deal, c'est un deal où personne n'a vraiment gagné sa négo, mais tout le monde est à l'aise. C'est pas un deal où il y a quelqu'un de content et quelqu'un qui s'est fait baiser. Ça, c'est les films américains, globalement. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Non, un bon deal, c'est un deal où tout le monde est à l'aise. De toute façon, il va falloir Euh, travailler ensemble après, donc c'est compliqué s'il y en a un qui a l'impression de s'être fait baiser. Bah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour l'acheteur comme le vendeur, hein, c'est un conseil qui est vrai dans des deux côtés, hein. Les gens qui essayent de baiser les autres dans des deals, ça se finit jamais bien, jamais bien. Donc, euh, donc hyper important. Et, euh, et enjoy the process. Voilà. Moi, il y avait un conseil qu'on m'a donné. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est ne te projette pas. Et le pire conseil qu'on m'a donné, c'est ne te projette pas. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, faut se projeter, sinon c'est horrible. Mais sinon c'est trop dur. C'est trop dur. Évidemment que tu vas te projeter, évidemment que tu vas te dire je vais prendre quelques millions, ou voire même beaucoup plus. Évidemment, genre c'est humain. Genre faut pas non plus aller à l'encontre de ça. Faut savoir que par contre tant que le deal est pas closé, tant que l'argent n'est pas sur ton compte en banque, c'est pas fait. Ça c'est important. Faut être réaliste, tu vois. Enfin, faut être pragmatique. Et t'as le droit de te projeter, t'as le droit de rêver un peu, t'as le droit d'aller sur Belle Demeure et de regarder les maisons, hein. Genre, et fais-le parce que sinon ton deal de 9 mois va être horrible. Genre, tu peux pas rêver un peu dans au milieu de tout ça. Genre, voilà, faut si, faut se projeter. Je dirais que oui. Faut se projeter, mais faut pas acheter la maison avant d'avoir closé le deal. Voilà. Par contre, ça, je déconseille très fortement de faire ça. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi dans ces 15 ans d'entrepreneuriat? Et, et si tu savais que que t'en serais là à ton entrée à l'EPITA, comment tu aurais vécu tes études de façon différente? Pour les études, je fais tout pareil. Moi, je regarde pas le passé, hein. Je regarde pas le passé, je vis pas dans le passé, je me dis pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, un truc qu'on a mal fait. Euh, c'est la vie et je serais pas là où je suis si machin. Donc je ferais tout pareil. Et pareil si on me disait
tu pourrais dire quoi que ce soit à Arthur, machin, je dirais rien du tout. Je voudrais pas le voir. Faut qu'il refasse la même chose. C'est trop bien. Et, et pardon, la première question, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi, en fait? Je lâche rien. Je lâche rien. Ma capacité de travail et d'intensité que j'y mets et de détermination, elle est infinie. Euh, et, et quelqu'un m'avait dit un jour, Édouard Level, s'il regarde, mais je suis très d'accord avec ça, euh, Dieu il paye pas tous les jours, mais Dieu il paye toujours. Il y a rien de plus vrai que ça. Il y a rien de plus vrai que ça. On salue Edouard au passage. Voilà, on salue Edouard au passage, mais franchement, hein, c'est la même. T'as plein de trucs comme ça. Il y a personne qui va à la salle de muscu tous les jours et qui devient pas musclé. Ah, il fait peut-être pas les exercices comme il faut. Un machin, ouais, ok. Mais en attendant, si tu vas tous les jours à la salle de muscu, à la fin tu seras musclé. Voilà. C'est une bonne, Donc, c'est une bonne devise. Je termine toujours ces interviews par un petit quiz. C'est des allez, questions improbables. La règle, c'est que tu as droit à un joker. T'es prêt? allez, Est-ce que tu es plutôt thé ou café? café. T'en prends combien par jour? Alors, je pense que le chiffre de café que je me fais, c'est entre 5 et 10. Café que je finis, 0. Genre, j'ai toujours un fond de café, je sais pas si on voit là, mais il y a toujours un fond de café froid autour de moi. Donc, le réalité, ça doit être entre 3 et 5 que je bois réellement. Quel est ton mot préféré? Serendipity. Tu peux le Je détailler? sais. Parce que Ouais, bien sûr, c'est moi, les je veux choses qui toujours doivent ouais. les choses qui doivent arriver arrivent. Ouais. Si tu pouvais travailler avec un super-héros ou un héros de film connu, qui choisirais-tu? J'ai trop d'options. Un héros de film connu avec qui je Héros de bosserais. film, de série et tout, qui t'inspire en tant que leader. Euh, John McClane. Incroyable John McClane. On est Die d'accord. Hard, Bruce Willis. Quelle est la chanson qui pourrait être l'hymne de Vibe? C'est une histoire étrange de Laylo. D'accord. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Dumb and Dumber. C'est un Bon, film. c'est pas un dessin animé, mais c'est un film. Mais bon. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Un kebab. Ah, c'est original. On n'a jamais Supplément fait. merguez. Ouais. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? 2011, quand j'ai commencé. Je change pas le passé. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? McDo. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Je regarde. J'en ai quelques-uns, je pense. Chose la plus étrange que j'ai dans mon bureau. Je pense que c'est mon chapeau de cow-boy. On n'est pas des, on n'est pas des ricains, nous. Ah ouais. Écoute Arthur, merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Plaisir. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Donc par mail, arthur@vibe.co ou LinkedIn. Ok. Et qui je dois inviter à ce micro et auprès de qui je peux me référencer de ta part? Pauline Roux, d'Elaya. Ok. Eh ben, Donc écoute, partenaire chez Elaya, qui est chez nous depuis 2017 et qui pour moi est la meilleure VC de France. je la contacterai de ta part. Super. Avec plaisir. Arthur, merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt. Merci François. À Et très bon vite. Ciao. déménagement. Merci.